Après plus de 2 ans et demi de carnage, de destruction et de défiance, l'opération militaire spéciale de Poutine était censée écraser l'Ukraine en quelques semaines. Mais Kiev n'est pas tombé. L'Ukraine a plutôt transformé la guerre en une lutte acharnée et à haut risque que personne ne peut se permettre de perdre. Alors que la Russie jette tout ce qu'elle a dans le hachoir à viande, 18% du territoire ukrainien est sous occupation. Mais il y a un rebondissement. La victoire n'attend pas la Russie. Elle vient pour l'Ukraine. Plusieurs experts militaires pensent que cette guerre approche de sa conclusion explosive et pas en faveur de Poutine. La question n'est pas si l'Ukraine va gagner. La vraie question est quand. Avant de répondre à cela, faisons un voyage au Centre d'études stratégiques et internationales. Le 23 février 2024, le Centre d'études stratégiques et internationales a organisé son programme de sécurité internationale, au cours duquel il a accueilli une discussion virtuelle entre plusieurs experts militaires clés. Ces experts comprenaient Emily Harding, Michael Vickers, Dr. Seth G. Jones, l'homme qui a fixé une date pour la victoire de l'Ukraine, le Dr. Elliot A. Cohen, titulaire de la chaire Harley Burke au Centre d'études stratégiques et internationales, pense que la perception actuelle de la guerre en Ukraine est souvent erronée, comme il l'a souligné lors de la discussion. Beaucoup la voient comme une impasse de style Première Guerre mondiale, où chaque camp se bat l'un contre l'autre, avec peu de changements sur les lignes de front, à part de petits morceaux de territoire qui sont pris ou repris ici et là. Cohen affirme que la Russie cherche à convaincre le monde que sa victoire contre l'Ukraine est inévitable, une vision qu'elle est désireuse de promouvoir. Ultimement, ce scénario verrait la Russie épuiser l'Ukraine, sa population et ses ressources supérieures, lui permettant de mieux résister. Mais ce n'est pas vraiment ainsi que la guerre se déroule, du moins selon Cohen. Au lieu de cela, c'est un conflit qui tourne autour de la guerre de position, dans laquelle l'élan et l'initiative oscillent d'avant en arrière, en fonction d'une variété de facteurs. Il y a beaucoup d'initiatives, d'adaptation, d'innovation et de changements avec l'initiative qui va et vient, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il est difficile de juger la durée de cette phase de position. Encore une fois, il dit la vérité. Les innovations durant la guerre, telles que les drones, ont été prépondérantes en Ukraine, réussissant à détruire environ un tiers de la prestigieuse flotte russe de la mer Noire. Des progrès dans la reconnaissance par satellite et même le suivi des signaux de téléphone portable ont également eu lieu, le côté qui maîtrise d'abord ces innovations gagnant souvent en élan. Cependant, Cohen affirme que la phase positionnelle doit finir à un moment, lorsque l'Ukraine fera face à son année décisive. Cette année verra ou même les deux côtés s'épuiser en termes d'équipement militaire et de main-d'œuvre disponible. Cet épuisement peut se prolonger jusqu'à l'aide qu'ils attirent, alors que le monde se lasse de la guerre et limite son soutien. Cette année de décision pourrait également être ponctuée par une autre innovation, ou peut-être plus révélatrice, un changement de tactique militaire, qui donne à un côté un avantage clair sur l'autre. Cohen croit si fermement en cela, qu'il pense que le ministre de la Défense ukrainien, Rustam Amirov, se prépare déjà pour la fin de la guerre. Ses politiques passeront à soutenir l'armée ukrainienne autant que possible, ce qui impliquera de trouver les troupes pour maintenir le combat même, alors que la Russie conscripte des milliers de soldats supplémentaires dans ses rangs. Les développements depuis la discussion ont confirmé ce point de vue, car l'Ukraine a abaissé son âge de conscription militaire de 27 à 25 ans en avril 2024, lui donnant accès à des milliers de soldats potentiels supplémentaires qui pourraient jouer un rôle dans cette stratégie de maintien. Ajoutez à cela la conception de tactique militaire qui voit l'Ukraine prendre et tenir, et le territoire dans des offensives et contre-offensives renouvelées, et Cohen dit qu'Amirov construit son approche autour de cette stratégie. Il ne lui manque qu'un perturbateur. Ce perturbateur pourrait avoir diverses formes. L'innovation et le passage de l'Ukraine d'une approche défensive à offensive en sont deux exemples marquants. Comme l'a souligné Emily Harding, l'Ukraine pourrait réussir en choisissant ses batailles différemment, en se concentrant sur une zone particulière pour y faire des progrès. Ces mots se révéleraient être prophétiques, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la guerre durant l'été de 2024. La capacité de la Russie à soutenir la guerre pourrait être affectée par les baisses de production de munitions et les changements dans la situation financière de l'Ukraine. Souvenez-vous que cette conversation s'est déroulée en février 2024, 2 mois, avant que les États-Unis n'approuvent un nouveau projet de loi d'aide de 60 milliards à l'Ukraine. Peut-être que ce ne sera pas seulement l'une de ces choses qui aidera l'Ukraine à gagner la guerre. Tous ces facteurs, combinés à d'autres, peuvent mener l'Ukraine vers une année décisive qui aboutira à sa victoire finale. La question est identique à celle posée au début de la vidéo. Quand l'Ukraine gagnera-t-elle la guerre contre la Russie ? Selon Cohen, cela se produira plus tôt que prévu en 2025. Selon Cohen,
l'année prochaine sera décisive pour la guerre en Ukraine, car elle verra converger de nombreux problèmes qui finiront par avantager l'Ukraine. Cela nous mène à une autre question bien plus vaste, à laquelle nous devons répondre. Pourquoi 2025 est-il en avance sur beaucoup d'autres années possibles que Cohen aurait pu choisir? La réponse à cette question est multifacette, et commence par deux des problèmes que Cohen a soulignés lors de l'événement du Centre d'études stratégiques et internationales, l'aide militaire, et un possible changement dans la dynamique de la guerre. Cohen s'est peut-être trompé en supposant que l'aide diminuerait, du moins partiellement. Après tout, ce n'était que 2 mois après l'événement du Centre d'études stratégiques et internationales que les États-Unis ont approuvé le paquet d'aide de 60 milliards mentionné plus tôt. Ces propos font suite à l'approbation par l'UE de son propre paquet de 54 milliards, suggérant que les commentaires de Cohen étaient mal chronométrés. Sauf qu'ils n'ont peut-être pas été. Bien que ces 2 paquets d'aide soient impressionnants, il n'y a aucune garantie que les États-Unis ou l'UE répéteront ce niveau de dépenses une fois que l'argent sera à nouveau épuisé. De plus, selon de nouvelles informations en provenance d'Europe, certains pays prévoient de réduire leur niveau d'aide. Selon Politico en août 2024, le gouvernement de coalition allemand a décidé de cesser l'envoi de nouvelles aides militaires à l'Ukraine pour réduire les dépenses nationales. Seule l'aide précédemment approuvée sera envoyée, toute aide renouvelée étant soumise à un moratoire. C'est un coup dur pour l'Ukraine, car l'Allemagne était l'un des principaux fournisseurs d'aide militaire, mais elle va maintenant réduire son aide à seulement 4 milliards 450 millions en 2025. On ne sait pas si d'autres pays vont suivre, mais si c'est le cas, la situation de financement militaire de l'Ukraine pourrait beaucoup s'aggraver en 2025. Cependant, la Russie n'est pas dans une meilleure posture financière. Poutine n'a pas des milliards de dollars qui arrivent de ses alliés, et il a transformé la Russie en une économie de guerre insoutenable. De plus, les réserves de trésorerie de la Russie diminuent. Le Fonds national de richesse du pays, qui est un fonds qui détient des réserves d'énergie accumulées, que la Russie met essentiellement de côté pour un jour de pluie, était tombé à 55 milliards en février 2024, comparé à 112,7 milliards de dollars avant la guerre. Ce fonds diminuera encore plus, en raison des sanctions limitant le pétrole russe à 60 $ baril et de l'argent prélevé pour couvrir le déficit budgétaire et les investissements. Les hausses d'impôts et les taux d'intérêt élevés sont également des problèmes en Russie qui affectent ses citoyens, ces problèmes étant tous indicatifs d'un pays qui manque lentement d'argent. Peut-être entrons-nous dans la phase finale en termes de capacité des 2 pays à financer la guerre. Ce sera un problème majeur pour la Russie, car ses tactiques reposent principalement sur l'envoi de troupes supérieures, aux positions ukrainiennes. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Si les fonds se tarissent, sa capacité à se défendre disparaît lentement. Bien sûr, cela seul n'indique pas que l'Ukraine est sur le point de gagner la guerre en 2025. Cependant, nous vous rappelons les commentaires d'Emily Harding. L'Ukraine doit trouver des moyens de se concentrer sur une zone spécifique et d'y faire des gains en choisissant ses batailles différemment. C'est précisément ce qu'elle a fait avec l'invasion de Koursk. Le 6 août 2024, l'Ukraine a envahi la Russie. Un petit contingent de troupes, comptant entre 300 et 1000 soldats, a percé les lignes de front au nord et est entré dans l'oblast de Koursk. Ils sont toujours dans cette oblast. Et non seulement ils y sont toujours, mais ils gagnent du territoire chaque jour qui passe. L'Ukraine affirme avoir capturé 463 miles carrés de territoire à Koursk, comprenant 93 villages et établissements, ainsi que la station de pompage de gaz de Soudza. Cette station appartient à Gazprom, la plus grande entreprise énergétique d'État russe, et sert de point d'envoi du gaz naturel russe vers le reste de l'Europe. L'invasion de Koursk a forcé l'évacuation de 200 000 personnes, et l'Ukraine ne s'arrête pas là. Elle envoie aussi des troupes dans la région de Belgorod pour s'emparer de territoires. Pourquoi cela importe-t-il ? L'incursion à Koursk est la première fois dans la guerre en Ukraine que l'Ukraine a pris l'offensive. Jusqu'au 6 août, la guerre était prévisible. La Russie attaquerait les positions ukrainiennes, forçant l'Ukraine à se défendre. Il y avait des contre-attaques occasionnelles, mais elles se produisaient toutes sur le territoire ukrainien. Ce qui signifie que Poutine et le peuple russe n'avaient jamais à se soucier de voir la guerre arriver à leur porte. Tout a changé. L'invasion de Koursk par l'Ukraine. Un pari risqué du président Volodymyr Zelensky qui semble payer. Non seulement la Russie est contrainte de détourner des troupes de régions clés en Ukraine pour repousser l'invasion, mais la communauté internationale n'a pas dénoncé ces actions. Si quoi que ce soit, d'autres pays approuvent le franchissement d'une ligne rouge majeure dans le conflit. Cohen a déclaré qu'un changement de stratégie militaire pourrait mettre fin à la guerre. On le constate avec l'invasion de Koursk. Le pari de Zelensky a complètement changé le champ de bataille, et la nature même de la guerre de plusieurs façons. Cela a mis Poutine sur la défensive, l'obligeant pour la première fois à modifier son approche face aux Ukrainiens sur le sol russe.
L'invasion de Koursk a aussi amené la guerre aux Russes. Pour la première fois en près de 30 mois, ils ont un aperçu de la situation en Ukraine durant la guerre. Les Russes sont évacués. Certains voient les horreurs de la guerre de première main pour la première fois. Il y a de bonnes chances que beaucoup de ces personnes perdent rapidement leur appétit pour la guerre, et que le soutien diminuera donc en Russie en conséquence. Nous reviendrons sur ce point plus tard, mais le plus grand avantage de ce pari est qu'en prenant et en tenant Koursk, l'Ukraine a enfin un certain levier. C'est selon Chatham House, qui dit que la Russie a prétendu qu'elle ne discutera pas d'un cessez-le-feu, tant que l'Ukraine détient un territoire russe. Quoi qu'il en soit, la position de l'Ukraine dans les négociations a été renforcée. L'invasion souligne aussi l'influence de l'Ukraine. Cette opération a été menée sans le soutien des alliés occidentaux de l'Ukraine, contredisant les affirmations russes d'une guerre par procuration avec l'Occident en Ukraine. La prise de territoire à Koursk a remonté le moral des Ukrainiens, marquant un tournant décisif dans la guerre. Si l'Ukraine parvient à conserver ou même à gagner du territoire russe, la légitimité de Poutine sera remise en question. L'armée russe a déjà été exposée comme étant trop faible pour prendre l'Ukraine lors du raid de pillage, que la guerre était censée être à ses débuts. Elle est maintenant également exposée comme étant trop faible pour empêcher un autre pays d'entrer en Russie, ce qui entache l'image de Poutine en tant que leader fort. Peut-être que 2025 verra Poutine être forcé à la table des négociations, non seulement parce que l'Ukraine détient du territoire à Koursk, mais parce que le peuple russe le demandera. Cela pourrait mettre fin à la guerre. De plus, les Russes n'étaient pas totalement derrière Poutine avant l'invasion de Koursk. En janvier 2024, le Conseil de l'Atlantique a rapporté les résultats de plusieurs sondages menés par Levada et des organisations sur le terrain russe. Le sondage de Levada, qui date de novembre 2023, a montré que le nombre de Russes qui soutiennent sans réserve la guerre avait chuté à 36%, contre un pic de 53% en mars 2022. Le sondage a révélé que la majorité soutenait toujours la guerre, bien qu'il questionnait les motivations de Poutine. Cette baisse du soutien inconditionnel aurait été préoccupante pour lui, même avant les événements à Koursk. Plus inquiétant pour Poutine, le soutien à la guerre semble s'effriter rapidement chez les jeunes adultes russes. En septembre 2023, Valéry Fedorov, qui est le leader de la société de sondage amicale du Kremlin Centre russe d'études de l'opinion publique, a été contraint d'admettre dans une interview que seulement entre 10% et 15% des Russes soutenaient avec enthousiasme la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine. Selon Fedorov, la plupart des Russes ne souhaitent pas s'emparer de Kiev ou d'Odessa. Encore pire pour Poutine, le même sondeur a révélé que seulement 5% des Russes de moins de 25 ans pensent que la télévision d'État du pays est une source d'information objective. De retour à Levada, il a noté que seuls 30% des personnes de 25 ans ou moins soutiennent inconditionnellement la guerre de Poutine. Le message ici est que le sentiment public envers la guerre en Ukraine est mitigé depuis environ 1 an. Gardez à l'esprit que les personnes interrogées vivent également dans un pays autoritaire, où la rébellion contre les normes instituées par l'État peut entraîner de lourdes sanctions. Il est probable que de nombreux Russes qui ne soutiennent pas la guerre ne l'expriment pas lors des sondages, craignant des représailles. Ces sondages ont tous été menés avant l'entrée de l'Ukraine à Koursk. Avec la guerre qui envahit maintenant leur territoire, le sentiment public déjà instable risque de basculer complètement contre le conflit en Ukraine. C'est un autre gain majeur du pari tactique de Zelensky. En rendant la guerre une réalité pour le peuple russe, il met la pression sur Poutine pour entamer des négociations. Après tout, même un leader autoritaire fort doit écouter son peuple si ce peuple insiste sur le fait que ses politiques ne fonctionnent pas. Peut-être que 2025 sera l'année durant laquelle l'Ukraine fera encore plus de gains en Russie. Après tout, la Russie n'a pas réussi à repousser ses soldats de Koursk. Qu'est-ce qui empêche l'Ukraine de déverser davantage de troupes dans le pays, de prendre plus de territoire au fur et à mesure, et de transformer le visage de la guerre au point où Poutine doit y mettre fin pour la sécurité de son propre pays? C'est une possibilité qui pourrait se rapprocher de la réalité si l'Ukraine franchit une autre ligne rouge, l'utilisation de missiles à longue portée en Russie. Fin mai 2024, les États-Unis ont finalement autorisé l'Ukraine à utiliser certaines armes fournies pour frapper la Russie sur son propre territoire. Cependant, cette autorisation était assortie de réserves, notamment que ces missiles ne pouvaient être utilisés que pour défendre la région assiégée de Kharkiv en Ukraine. En résumé, les missiles peuvent servir à protéger votre territoire, mais pas à frapper des cibles russes lointaines. En conséquence, l'Ukraine n'a pas utilisé de missiles à longue portée, comme les systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre à Koursk. L'utilisation de tels missiles pour attaquer des cibles qui ne représentent pas une menace immédiate pour l'Ukraine représenterait une autre ligne rouge franchie dans la guerre en Ukraine. Une ligne rouge est une action que l'Occident pense susceptible de provoquer une réponse dangereuse de Poutine.
La guerre a été marquée par des hésitations récurrentes sur le franchissement de ces lignes. Initialement, armer l'Ukraine était perçue comme une ligne rouge, risquant de provoquer Poutine. C'était pareil pour la fourniture de F-16 à l'Ukraine et l'autorisation de les utiliser pour attaquer la Russie sur son territoire. Poutine n'a pas suivi ces menaces précédentes, franchissant ainsi les lignes rouges établies, donnant plus de confiance à l'Ukraine et à l'Occident pour en faire de même. Autoriser les systèmes de missiles tactiques de l'armée de terre de Kharkiv serait franchir une autre ligne rouge. Des signes indiquent que cette autorisation pourrait venir à un moment en 2024. Par exemple, le 15 août 2024 est arrivé avec la nouvelle que l'administration du président Biden est ouverte à l'idée d'envoyer des missiles de croisière à longue portée qui peuvent être tirés depuis des F-16 en Ukraine. Ces missiles Iron amélioreraient non seulement l'efficacité de la flotte croissante de F-16 de l'Ukraine, mais permettraient aussi des frappes aériennes plus profondes en territoire russe. Il est révélateur que les considérations sur l'envoi de ces missiles, qui peuvent transporter des ogives pesant jusqu'à 1000 livres et parcourir 230 miles, ont commencé une fois que l'Ukraine est entrée à Koursk. Peut-être que Washington devient plus ouvert à l'idée de lever ses restrictions sur l'utilisation des missiles maintenant que l'Ukraine a prouvé qu'elle peut entrer sur le territoire russe sans que Poutine ne fasse rien en réponse à l'Occident. L'ajout de missiles à longue portée dans le contexte de l'invasion de Koursk en Ukraine correspond au changement tactique évoqué par Cohen lors de la conférence du Centre d'études stratégiques et internationales. D'ici 2025, cette combinaison pourrait contraindre Poutine à cesser la guerre alors que de plus en plus d'oblasts russes se sont attaqués. Les réponses occidentales aux actions russes pourraient également influencer la situation. L'Occident a hésité à réellement aider l'Ukraine au début de la guerre. Les lignes rouges étaient inquiétantes, et la Russie était vue comme ayant l'une des armées les plus fortes au monde. Provoquer Poutine paraissait risqué. Poutine espérait tirer parti de cela en utilisant des menaces et des tactiques d'intimidation pour montrer à l'Occident, surtout à l'Europe, qu'il représentait une menace claire. Mais nous sommes maintenant 30 mois dans la guerre, et l'armée russe s'avère être un tigre de papier. L'opération militaire spéciale de Poutine a réveillé l'Europe sur sa volonté d'agir agressivement, mais son échec à obtenir les résultats souhaités a incité de nombreux pays européens à renforcer leur défense pour limiter sa capacité à réaliser d'autres gains s'il réussit en Ukraine. L'Institut Lowy a souligné cela dans un article de juillet 2024 discutant de 4 facteurs clés pouvant influencer la guerre en 2025. Il souligne que l'Europe est, lentement mais sûrement, sortie de sa léthargie stratégique pendant la guerre, ce qui a entraîné une augmentation des budgets de défense européens. Les données de l'Agence de défense européenne le soulignent. En novembre 2023, elle a publié ses conclusions sur les dépenses de défense européennes en 2022. Elle a constaté que 20 des 27 membres de l'UE avaient augmenté leur budget en réponse à l'opération militaire spéciale, avec de nombreuses augmentations remarquables. La Suède a par exemple consacré 30 points, 1% supplémentaires à son armée, l'Espagne ajoutant 19 points, 3%. En 2022, les membres de l'Union européenne ont dépensé près de 65 milliards de dollars en défense, principalement pour acquérir de nouvelles armes, reflétant un changement d'attitude stratégique en Europe. Le changement s'est poursuivi en 2023 et 2024. En avril 2024, l'ex-premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé que la Grande-Bretagne s'efforçait d'augmenter les dépenses de défense pour atteindre 2,5% du produit intérieur brut national d'ici 2030. La Pologne, qui devient rapidement une puissance militaire européenne, prévoit aussi une hausse, avec des dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut en 2025. Cette augmentation des dépenses militaires européennes va à l'encontre des objectifs de Poutine avec cette guerre. La Russie était supposée vaincre rapidement et menacer davantage l'Europe. Au lieu de cela, l'Ukraine a vaillamment tenu bon avec le soutien de l'Ouest, et Poutine doit maintenant faire face à une Europe revitalisée, qui non seulement le voit comme une menace, mais aussi comme une menace qu'elle pourrait probablement gérer, car ces menaces se sont avérées sans conséquence. En quoi est-ce important dans le cadre de la victoire de l'Ukraine dans la guerre de 2025 ? En un mot, pression. Poutine fait face à une Europe très différente de celle de 2022. Auparavant, la Russie pouvait menacer grâce à son pouvoir d'intimidation. Mais avec ses opérations militaires qui stackent en Ukraine et les gains ukrainiens en territoire russe, l'armée de Poutine apparaît comme un tigre de papier, contrairement à ce qu'on pensait avant la guerre.
Une Europe plus forte peut exercer davantage de pression sur Poutine pour mettre fin à la guerre en 2025, étant mieux préparée à affronter et vaincre la Russie. De plus, ces armées renforcées peuvent davantage soutenir l'Ukraine, malgré la baisse des fonds, envoyant le message que Poutine ne peut pas simplement conquérir l'Ukraine sans représailles. C'est un revirement complet du message que Poutine veut diffuser. Et cette pression, combinée à tous les autres facteurs discutés dans cette vidéo, pourrait suffire à amener Poutine à la table des négociations en 2025. Pire encore pour Poutine, ce ne sont pas seulement des pressions externes qui sont exercées sur la Russie. La capacité du pays à soutenir la guerre sous sa forme actuelle s'affaiblit sur le plan intérieur. Revenant à la conférence du Centre d'études stratégiques et internationales, Emily Harding a noté que la Russie a adopté une approche métallique et personnelle de la guerre. Elle a compté sur plus d'équipements et de main-d'œuvre pour traverser l'Ukraine. Les deux camps s'épuisent. Selon la nouvelle voie de l'Ukraine, la Russie a compté sur le stock de l'époque soviétique pour maintenir l'aspect matériel de sa stratégie. Ces stocks s'amenuisent. La Russie a perdu au moins 3000 chars et environ 5000 véhicules blindés pendant la guerre, bien que l'Ukraine affirme que les chiffres sont bien plus élevés. Son ministère des Finances affirme que l'Ukraine a détruit 8547 chars et plus de 16 000 véhicules blindés au moment de la rédaction de ce script. Dans tous les cas, les pertes sont massives et la Russie a du mal à remplacer l'équipement perdu. L'Institut international d'études stratégiques, ou Institut international d'études stratégiques, affirme que cela est autant dû à de mauvaises pratiques d'entretien russe qu'à l'utilisation simple de son équipement. Un analyste de l'Institut international d'études stratégiques, Mikhail Gerstad, souligne que la Russie a toujours environ 70% de ses chars et véhicules blindés de l'époque soviétique en stock, mais la plupart n'ont pas bougé depuis le début de la guerre parce qu'ils ne sont pas capables. Beaucoup sont en mauvais état, ayant été laissés à découvert depuis les années 90. Gerstad pense que le manque d'équipement pourrait contraindre la Russie à adopter une posture plus défensive fin 2024 comme on le voit peut-être déjà à Koursk, donnant à l'Ukraine l'élan nécessaire pour finir la guerre en 2025. Selon David Axe, analyste militaire de Forbes, en avril 2024, la Russie disposait d'une réserve d'armes pour un an. En somme, malgré l'augmentation de ses capacités de fabrication depuis le début de la guerre, elles ne sont pas assez robustes pour compenser ces pertes. Ajoutez à cela un manque de personnel, et vous avez un rapide coup double qui pourrait mettre un terme aux ambitions de Poutine. Le ministère des Finances affirme que la Russie a accumulé plus de 607 000 victimes depuis le début de la guerre, et perd actuellement des soldats, à un rythme d'environ 1000 par jour. L'invasion de Koursk a également mis en lumière le grave problème de main-d'œuvre militaire de la Russie. Les Ukrainiens ont capturé des centaines de prisonniers de guerre en 20 jours environ, suite à la politique militaire russe. Poutine envoie généralement des soldats sous contrat sur les lignes de front en Ukraine, gardant les conscrits inexpérimentés dans les régions frontalières comme Koursk. Ces conscrits sont incapables de se défendre contre les soldats ukrainiens plus expérimentés. La Russie, ayant déjà perdu des centaines de milliers de soldats en Ukraine, Poutine se retrouvera de plus en plus avec une main-d'œuvre envoyée au combat qui manque de formation et de compétences tactiques pour atteindre ses objectifs. La Russie n'a pas de problème de main-d'œuvre en termes de chiffres bruts. Global Firepower souligne qu'elle a encore plus de 46 millions de personnes aptes au service. Cependant, elle rencontre des problèmes en matière d'expérience et de capacité qui, combinés à tous les facteurs discutés jusqu'à présent, rendront son armée beaucoup moins efficace au fil du temps. Cela entraîne une situation défavorable pour la Russie. Bien qu'elle essaie toujours de projeter sa puissance, et ne change pas encore ses tactiques en ce qui concerne la prise de territoire ukrainien, tous les signes pointent vers une possible victoire ukrainienne en 2025. La Russie manque d'équipement et de personnel, ce qui entrave son approche militaire. L'invasion de Koursk a bouleversé la guerre, marquant un changement radical des tactiques militaires que Cohen a évoqué comme un scénario potentiel de fin de conflit. Poutine fait également face à une pression. L'appétit de beaucoup de ses propres gens pour la guerre diminuait déjà avant que l'Ukraine n'entre à Koursk, et il est probable que beaucoup plus voudront une fin aux hostilités maintenant que la guerre approche de leurs portes. L'Europe renforce sa pression militaire sur le conflit en améliorant ses troupes, tandis que l'Ukraine est de plus en plus prête à franchir des lignes rouges pour faire pression sur la Russie, mettant Poutine dans une position indéfendable. Une position qui pourrait mener à une victoire ukrainienne d'ici 2025. Mais qu'en pensez-vous ? L'Ukraine est-elle réellement proche de remporter la guerre courant 2025 ? Ou Poutine a-t-il encore des atouts dans sa manche ? L'invasion de Koursk représente-t-elle le changement stratégique qui servira de catalyseur à la fin de l'opération militaire spéciale de la Russie ? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez vérifier, l'Ukraine gagne à nouveau la guerre, ou cliquez sur cette autre vidéo.